Cédric, on continue de l'immobilier. Hein. Oui, on va rester au cœur de l'immobilier en accueillant Franck Vigneault. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur du laboratoire de l'immobilier. Avant de rentrer dans le détail, puisqu'on va essayer d'aller regarder le Pinel, la façon dont on peut tirer le meilleur de ce dispositif, dites-nous en quelques mots, ce laboratoire de l'immobilier, qui êtes-vous, que faites-vous, à qui appartenez-vous, comment finalement vous êtes arrivé là? Rapidement, en fait, le laboratoire de l'immobilier, c'est le service d'études de TZIS, qui est une plateforme dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, qui compte aujourd'hui 90 personnes et qui offre à la fois des services, des prospects et des produits à ces fameux professionnels qui sont des partenaires. Donc votre spécialité, c'est d'ausculter ce marché de l'immobilier? Voilà, notamment pour la sélection des opérations immobilières que nous allons référencer sur la plateforme TZIS. Qu'on comprenne bien, lorsque l'on veut investir en immobilier, Marie et puis tous ses petits camarades de jeu nous le disent, l'emplacement, rien que l'emplacement. Mais enfin, c'est pas une blague, c'est vrai. Oui, c'est la règle d'or, effectivement. Il faut malgré tout saisir toutes les facettes, on va dire, toutes les spécificités d'un marché, c'est ça? Alors, il y a plusieurs choses. La règle numéro 1, effectivement, c'est l'emplacement, bien entendu, avec des principes de précaution. Il faut vérifier l'environnement, tout ce qui est services, commerce, transport, notamment si on est sur l'Île-de-France, école, etc. Il y a un autre point qui est le prix de vente. Alors c'est vrai que le premier réflexe quand on est un particulier, c'est d'aller sur Internet, essayer de comparer les prix, mais c'est très compliqué parce qu'on peut avoir des prix d'appel sur des logements qui sont déjà vendus, on peut avoir des prix affichés en TVA à taux réduit, auxquels les investisseurs n'ont pas droit, on peut avoir des prix affichés sans parking, donc c'est un petit peu compliqué et on a du mal quand on est particulier à se renseigner sur les prix de marché. L'autre chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est sur un produit locatif, donc qui dit location, mais évidemment dit engagement également sur le temps de la durée de défiscalisation. Donc ce n'est pas un investissement que l'on va envisager pour du court terme, puisque si on ne respecte pas l'obligation de location pendant les 6, 9 ou 12 ans, on perd tous les avantages. On perd, voilà, exactement l'avantage fiscal. Qui dit location dit marché locatif, donc c'est là que commencent un petit peu les premiers risques, les premières embûches. Alors le législateur a essayé de borner un petit peu le marché en restreignant les secteurs sur lesquels on peut pratiquer l'investissement. Au début, ils étaient très restreints et puis assez rapidement, le succès venant... C'est effectivement très restreint. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près aujourd'hui un peu plus de 8% du territoire sur lequel on peut effectuer un investissement Pinel. Donc c'est déjà peu. Ça représente à peu près 57% de la population. Et malgré tout, sur ces 57% de population et 8% du territoire, nous estimons qu'il y a certains secteurs qui sont détendus, puisque l'objectif du Pinel, c'est de produire du logement locatif intermédiaire sur des zones tendues. Or, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut. Donc, d'après vous, non, parce qu'ils ils sont même allés plus loin au laboratoire de l'immobilier. Ils ont même identifié les villes où il fallait pas investir en Pinel, clairement, quoi. Voilà, nous avons retenu effectivement certains indicateurs, comme le taux de vacances du parc, le rapport construction, évolution du nombre de ménages, les logements qui sont dans les tuyaux entre guillemets avec les autorisations de mise en chantier, et on se rend compte qu'il y a certains secteurs pourtant éligibles au Pinel qui sont aujourd'hui non pas en situation de demande mais en suroffre ou à l'équilibre. Quelques exemples pour être très clair. Est-ce qu'on se souvient tous des dispositifs précédents, effectivement, des Robins de la colère, voilà, et notamment des queues de programme où on se retrouvait au fin fond d'une ville de province avec impossibilité de faire autre chose que de perdre son avantage fiscal. Alors le fin fond de la province est terminé puisque la zone C n'est plus éligible au Pinel. En revanche, là nous avons identifié 64 communes, agglomérations, effectivement, sur lesquelles aujourd'hui nous estimons qu'il vaut mieux soit éviter d'investir, soit être prudent. Il y en a 17 en zone B1. Alors je peux donner quelques exemples. Nous avons par exemple Avignon, nous avons Béthune, nous avons des villes comme Douai, Lens. Voilà. Alors nous avons listé toutes ces agglomérations que vos auditeurs peuvent retrouver sur le site du laboratoire de l'immobilier. Nous avons également dressé une carte sur laquelle ils pourront visualiser ces secteurs-là. Donc là, nous en avons 17 en zone B1, il y en a 47 en zone B2. Alors il y en a certains qui sont connus, on peut citer Angoulême, Bourg-en-Bresse, Béziers, Vichy, voilà, pour n'en nommer que quelques-uns. Et là encore, vous avez pris en compte toutes les facettes de ce marché, des spécificités du produit, pour établir ce diagnostic final. Voilà, sachant qu'en plus, nous avons des échanges avec des gestionnaires, des administrateurs de biens, qui nous renseignent sur les taux de remplissage des résidences, notamment dans ces secteurs-là, et qui nous disent attention, soyons vigilants. Je vous interromps parce que j'ai une question qui est toute simple.
simple, c'est à quel moment on décide de rendre éligible au Pinel des villes qui a priori ne permettront pas à l'acheteur de bénéficier non seulement de l'avantage fiscal, mais qui lui feront perdre de l'argent. C'est quoi? C'est l'élu qui pousse trop et... Je vais vous donner un chiffre très précis. Avant la mise en place du nouveau zonage Pinel, donc qui date du 1er octobre 2014, il y avait à peu près 2/3 des communes B2 qui bénéficiaient aujourd'hui d'un agrément qui étaient déjà éligibles au Pinel. Depuis ce changement de zonage, il y a 1/3 supplémentaire qui a été rendu éligible. Comment ça se passe? C'est tout simplement l'élu ou la collectivité locale qui fait une demande, qui établit un dossier, qui est déposé auprès du préfet de région. Et ce dossier est censé établir qu'il existe effectivement une pénurie de logements. On peut quand même s'interroger sur des villes, pour ne citer qu'un exemple. Justement, dans celles que vous avez pointées du doigt, il y en a qui ont fait la queue pour avoir l'agrément et qui finalement l'ont obtenu et qui sont dans votre mauvais classement? Alors, il y en a qui l'ont obtenu, effectivement. Alors, je peux citer Vichy, qui a un taux de vacances qui est supérieur à 20% au Central Park. Et qui n'était pas dans le premier zonage. Qui y était déjà, mais voilà, qui a quand même, malgré tout, bénéficié d'une prolongation de cet agrément. Voilà, ce qui est quand même un petit peu curieux. Bon, c'est le laboratoire de l'immobilier, ça vous permet effectivement assez simplement de vous renseigner au moment de choisir du Pinel pour éviter peut-être ce qu'on pourrait appeler des zones à risque. Merci beaucoup d'être venu, Franck Vigneault, pour donc ce laboratoire de l'immobilier. Merci Marie, on se retrouve lundi. À lundi, oui. Pour continuer à vivre au rythme de ce marché immobilier.